Des forteresses perdues dans les montagnes, un chef mystérieux qu'on appelait le Vieux de la Montagne, et une armée de tueurs prêts à mourir pour une promesse de paradis. C'est l'image qu'on a tous en tête quand on parle des assassins. Mais aujourd'hui, on va soulever le voile, on va gratter derrière la légende pour découvrir la vérité historique. Tout commence, ou presque, avec cette description. Elle vient de Marco Polo, rien que ça. Écoutez bien. Le vieillard fit construire le plus beau jardin que l'on ait jamais vu, d'après la description que Mahomet donna de son paradis. Ce passage, à lui seul, a été la graine d'un des mythes les plus tenaces, les plus spectaculaires de toute l'histoire. Bon, avant de déconstruire tout ça, explorons un peu cette fameuse légende, celle qui a captivé l'imagination pendant des siècles. D'où elle vient, cette image de tueur fanatique? Alors voilà le tableau. Imaginez un jardin secret, une sorte de paradis sur terre, caché dans les montagnes. De jeunes hommes y sont amenés après avoir été drogués, et à leur réveil, ils croient être au ciel. Le Vieux de la Montagne leur fait alors une promesse. « Obéissez-moi sans poser de questions, et vous retournerez ici pour l'éternité. » Ces jeunes, les Fida Aïz, deviennent alors des armes humaines, des tueurs sans peur, prêts à sauter du haut d'une tour sur un simple claquement de doigts. Et bien sûr, le carburant de tout ça, le hashish. C'est une histoire incroyable, digne d'un film d'aventure. On a envie d'y croire. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Souvent, la réalité historique est bien plus nuancée, et en fait, encore plus intéressante que le mythe. Alors comment est-ce qu'une histoire pareille va pu naître? Pour le comprendre, il faut revenir à la base, à l'origine même du mot « assassin ». Et là, c'est le point de bascule. Le mot « assassin » ne vient pas d'eux. Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelait. Ça vient de l'arabe « hashishi », qui était en fait une insulte, un terme péjoratif que leurs ennemis musulmans utilisaient contre eux. Quand les croisés sont arrivés au Levant, ils ont entendu ce surnom et, sans rien connaître du contexte politique local, ils l'ont pris au pied de la lettre. Et voilà, le mythe des tueurs drogués était né. Ce qui est absolument fascinant, c'est quand on compare les sources de l'époque. D'un côté, on a les chroniques des croisés, pleines à craquer de ces histoires de jardins secrets, de culte de la mort, de drogue. Et de l'autre, les sources musulmanes contemporaines, écrites par des gens qui vivaient juste à côté, qui étaient même leurs ennemis. Eh bien, ces sources-là n'en parlent jamais. Rien. Elles parlent de guerre, de politique, mais de ces légendes, silence radio. La conclusion des historiens aujourd'hui est donc assez claire. La légende a été fabriquée de toutes pièces. Pour les chroniqueurs européens, le dévouement total et l'efficacité redoutable des Nizarites étaient tout simplement incompréhensibles. C'était irrationnel. Alors ils ont inventé une explication qui avait du sens pour eux. Un cocktail de drogue, de manipulation et de fanatisme religieux. D'accord. Alors, si ce n'était pas un culte de tueurs drogués, qui était-il vraiment? Il est temps de découvrir la véritable histoire des Nizarites ismaéliens. Pour faire simple, leur histoire est une série de divisions au sein des débuts de l'islam. Tout commence à la mort du prophète Mahomet, avec la grande scission entre sunnites et chiites sur la question de sa succession. Puis, au sein même du chiisme, d'autres débats sur la lignée des imams, les guides spirituels, mènent à la naissance des Ismaéliens. Et enfin, en 1094, une dernière crise au Caire donne naissance à la branche qui nous intéresse, les Nizarites. Et pour comprendre leur loyauté, il y a un concept clé, absolument central, le talim. Pour les Nizarites, la vérité religieuse ne se trouve pas que dans les textes sacrés. Elle doit être interprétée et enseignée par un guide spirituel vivant, l'imam. Il est la source indispensable de la connaissance. C'est cette foi absolue en l'autorité de leur guide et non une quelconque drogue qui explique ce dévouement intense. Loin d'être un culte caché au fond d'une grotte, les Nizarites sont bâtis une véritable entité politique, mais d'une manière très, très originale pour l'époque. Comme ils étaient persécutés par de grands empires, ils n'ont pas cherché à créer un royaume classique avec des frontières et des grandes villes. Non, ils ont créé une sorte d'État en réseau, une toile de forteresses imprenables, comme le fameux château d'Alamout en Perse. Ces forteresses étaient à la fois des refuges et des centres de pouvoir politique et intellectuel. Et derrière le personnage mythique du Vieux de la Montagne, il y a des hommes bien réels. D'abord, Hassani Saba, un stratège absolument brillant qui a fondé cet État en prenant Alamout. Et plus tard, en Syrie, un chef du nom de Rachid al-Din Sinan. C'est lui que les croisés ont rencontré. C'est lui, le véritable Vieux de la Montagne, dont l'image a été complètement déformée par la légende. Et les fameux assassinats, alors? Eh bien, il faut comprendre que ce n'était pas du terrorisme aveugle. C'était une tactique de guerre asymétrique, tout simplement. En tant que petite puissance menacée de toutes parts, ils ne pouvaient pas se permettre de grandes batailles. Alors, ils utilisaient des frappes chirurgicales ciblées pour éliminer des généraux ou des ministres ennemis qui préparaient des attaques contre eux. C'était une stratégie défensive, une question de survie. L'histoire des Nizarites est loin de s'arrêter avec la chute de leur forteresse médiévale. C'est une histoire de survie et de transformation qui continue jusqu'à nos jours.
En 1256, l'invasion mongole rase Alamut. C'est un coup terrible qui met fin à leur état. Mais la communauté, elle, ne disparaît pas. Pendant des siècles, elle survit dans la clandestinité, ses membres devant souvent cacher leur foi pour ne pas être massacrés. Puis, petit à petit, une renaissance s'amorce, qui va culminer au XIXe siècle, lorsque leur imam, reconnu par le Shah de Perse, reçoit le titre d'Agha. C'est le début de leur histoire moderne. Ce chiffre dit tout. 17. C'est le nombre de territoires dans le monde où la communauté ismaélienne nizarite moderne, dirigée par l'Agha Khan, est aujourd'hui officiellement présente avec ses propres institutions. D'une communauté de montagnards en Perse et en Syrie, ils sont devenus une communauté mondiale. Le contraste est absolument saisissant. La communauté autrefois diabolisée, connue uniquement à travers le mythe des assassins, est aujourd'hui une communauté transnationale, respectée pour son engagement dans l'éducation, la santé, la culture et le développement économique à travers le réseau de développement Aga Khan. Et tout ça nous laisse avec une question vraiment importante. L'histoire des Nizarites a été écrite presque exclusivement par leurs ennemis ou par des étrangers qui n'y comprenaient rien. Alors on peut se demander combien d'autres histoires, combien d'autres peuples sont aujourd'hui définis non pas par ce qu'ils étaient, mais par ce que leurs adversaires ont raconté d'eux.